C'est sur l'ordinateur. Parfait. Alors, on y va? Oui, c'est parti. Et démarrer. Alors, j'imagine que ça fonctionne. Est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui pourraient me dire si vous m'entendez bien, si c'est bien commencé? Moi, je t'entends bien, Mélanie. Super. Donc, Ça puis, prend toujours un petit délai avant que les gens arrivent, hein? attends un petit peu, si je fais spectateur. Les gens sont en train de se connecter. On est vraiment content qu'il y ait autant de monde ce soir. Wow! Okay. Là, tu en as 109 qui sont arrivés. Moi, je les vois dans le participant 111. Hey, on a un chiffre magique! 111! Est-ce que quelqu'un pourrait nous dire si vous m'entendez bien, si vous nous entendez bien? Oui. Dans le chat, on le voit, il y a Karine Saint-Louis qui dit on entend. Marina, on voit et on entend. Le chat est disable. Steve Patnaud qui dit ça. Mais ça a l'air correct. Oui, ça semble être correct. Donc, en attendant que tout le monde se connecte, écrivez-nous dans le chat si vous êtes ici en tant que parent, en tant qu'intervenant, en tant qu'enseignant, grands-parents, tante, peu importe. On veut savoir, vous êtes là à quel titre? Là, on a comme 122 participants, mais on ne les voit pas en haut. Est-ce que c'était l'option de les voir ou de ne pas les voir? De ne pas les voir. OK, pour ne pas les voir. surcharger l'écran, je comprends. Exact. Très bien. OK, très bien. Donc, on va vous suivre dans le chat. Fait que ça va être important d'être actif dans le chat. Donc, on y va. Bien, bienvenue tout le monde. Je suis vraiment contente qu'il y ait autant de réponses de la part de autant de parents, intervenants, enseignants du milieu, autant de l'éducation, milieux familiaux. Donc, je suis privilégiée d'avoir une invitée aussi renommée, Cindy Boiteau, qui est cofondatrice avec Grégoire Garneau de Neuro Gym Tonic. Et Cindy, bienvenue. Merci Mélanie pour cette invitation. Je suis enchantée d'être là ici ce soir. Puis c'est un plaisir de collaborer avec Pas à Pas. Merci. Ça fait plaisir. Mais en fait, tout le plaisir est pour moi. Je m'appelle Mélanie Coiré. Je suis enseignante et intervenante psychosociale à la clinique Pas à Pas de Saint-Eustache. Les raisons pour lesquelles on a fait ce webinaire-là ce soir, c'est qu'on voit de plus en plus d'enfants qui ont des défis de toutes sortes. Des défis au niveau de l'attention, des défis au niveau du comportement, de l'opposition, de l'agitation, de l'anxiété. Bref, plus ça va, plus autant dans les maisons que dans les classes, on se sent démuni face à ces comportements-là. On manque de ressources pour pouvoir apaiser ces enfants-là, leur venir en aide. Et le moment où j'ai suivi les formations chez Neuro Gym Tonic avec Cindy, c'est comme si le morceau de casse-tête qui manquait est venu s'ajouter puis a éclairé tout le portrait. Puis Cindy, toi, tu as plusieurs formations et plusieurs formations à ton actif, mais explique aux gens d'où tu viens, qu'est-ce qui t'a amené à travailler, à fonder Neuro Gym Tonic? En fait, moi, je suis enseignante de formation, technicienne en travail social, je suis professeure de yoga, je suis formée en psychothérapie corporelle intégrée, je suis formée sur l'intégration sensorielle, je suis formée aussi en réflexe, en méditation, en danse, en art dramatique, en clown, en jeu clownesque, bref. Ça paraît. Et finalement, j'ai fondé Neuro Gym Tonic il y a 12 ans. Donc, ça fait 12 ans qu'on est autant actif au Québec que sur la sphère internationale en France et en Suisse. Moi, j'étais enseignante. Quand j'enseignais l'art dramatique, j'enseignais à des enfants qui venaient de pays de guerre, la plupart des ressortissants étrangers, des réfugiés politiques. Fait que j'avais des enfants qui n'étaient pas à l'aise de se lancer dans le processus créatif. Ils étaient soit figés ou, par exemple, à chaque fois qu'il y avait une nouveauté ou quelque chose de différent, mais j'avais des enfants qui s'opposaient, qui criaient. J'en avais même qui voulaient se sauver de ma classe. Surtout
On avait une cloche, Mélanie, la cloche rouge là, qui sonnait comme... Hein. Fait que ça m'a amené à dire, OK, qu'est-ce qui fait que lorsque la cloche sonne, moi, je ne perds pas mes moyens. Moi, je suis capable de prendre un recul, de dire, oui, la cloche est fatigante, mais je suis capable de prendre ce recul-là, mais ces enfants-là, non, sont déclenchés dans des mécanismes de survie. Fait que là, il y a finalement, tranquillement, de fil en aiguille, j'ai entendu parler d'une formation, c'est réflexes archaïques, les réflexes quoi? Et j'ai commencé à suivre des cours très, très techniques réservés aux professionnels de la santé. Écoute, on était 101 dans la salle, là. Il y avait 100 professionnels de la santé, j'étais la seule en éducation. Fait que c'était des cours très poussés, très techniques, très protocolaires. Puis moi, je me suis amusée, j'ai pris ces techniques-là, je les ai simplifiées, je les ai bonifiées, je les ai tweakées. J'ai mis quelque chose de ludique pour connecter avec la réalité de l'enfant. J'ai vu des résultats extraordinaires dans ma classe. Fait qu'au fur et à mesure que j'ai mis ça en place, à un moment donné, je parlais de sécurité intérieure, je parlais... Rocio Pépito n'était pas encore né. Et là, j'ai des professionnels qui sont venus sur ma route pour me dire, Céline, si tu montes ce projet-là, j'embarque avec toi. Fait que j'ai eu une neuropsychologue qui est venue appuyer. J'ai eu 2 ergothérapeutes avec qui on a collaboré pour valider le projet. J'ai eu 2 chiropracticiennes spécialisées en troubles neurodéveloppementaux. J'ai eu une orthophoniste. J'ai eu une orthopédagogue. J'ai eu 2 éducatrices en petite enfance, une éducatrice spécialisée, Une enseignante. une enseignante, tu sais. Puis il y en a eu d'autres après, là. Fait que tous ces gens-là, on s'est réunis ensemble pour on a pu créer cette formation-là que je vais vous parler tout à l'heure, qui s'adresse aux réflexes, qui permet d'arrêter d'intervenir sur le comportement et de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière le comportement, puis d'intervenir à la source. Je ne dis pas que d'intervenir sur le comportement, c'est pas bon. Non, c'est bon, puis des fois, c'est la meilleure stratégie dans le temps qu'on a, puis dans la situation qui se présente. C'est juste que ça ne va pas modifier l'état intérieur de l'enfant. Et l'agitation intérieure va demeurer pareille. Quand on travaille sur la cause, quand on travaille sur les réflexes, on permet justement de diminuer l'agitation et d'apaiser l'enfant et d'avoir un meilleur équilibre, un équilibre confortable, un équilibre émotionnel plus confortable. Donc, j'ai tout dit ça dans une phrase. si je comprends bien, là, Ouais. les réflexes, quand ils ne sont pas bien intégrés dans la petite enfance, ça amène des comportements que nous, les adultes, on peut voir comme de l'inattention, de l'agitation, de l'anxiété, hyperactivité. Ouais. Quand, disons, un enfant dans notre classe vient s'opposer, bien, souvent, l'adulte en charge va intervenir sur le comportement qui est dérangeant. Puis après ça, ce comportement-là, il va continuer de revenir parce que l'enfant n'a pas été apaisé. Et oui, puis souvent, on intervient sur le comportement parce que si on se dit les vraies affaires, on intervient sur le comportement parce que ça nous dérange. Ça nous dérange, puis ça nous aussi, quand un enfant est en crise, quand un enfant se pose ou qu'il vit de l'anxiété, on vit le même état à l'intérieur de nous autres mêmes parce qu'on veut s'assurer de bien intervenir, on ne veut pas perdre si on est en groupe, on ne veut pas perdre notre gestion groupe, on ne veut pas que l'état de cet enfant-là, ce comportement-là, influence toutes les autres. Fait qu'on veut tout de suite le calmer, puis tout de suite, on veut tout de suite que le comportement cesse. C'est correct. Parce que moi, en tant qu'enseignante, c'était comme ça que j'étais formée, dans une approche qu'on appelle cognitivo-comportementale. Ce soir, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment switcher à une vision neurodéveloppementale. Je vous assure, ça va être super bien vulgarisé, super bien concret. Ça va être très pratico-pratique pour vous permettre de comprendre. Puis là, je peux commencer un petit peu à vous montrer le beau matériel qu'on a préparé pour vous autres. Oui, puis juste avant là, que Oui, tu montres la première diapo, tu sais, au jour le jour, là, nous, les parents, on revient à la maison, on a notre journée dans le corps, mais ça se peut que quand l'enfant arrive puis décharge auprès de nous, bien, on entre nous-mêmes dans nos mécanismes de défense. Ça se peut qu'on réagisse justement en agissant sur le comportement parce qu'on veut le faire arrêter parce que, comme tu dis, ça vient nous chercher. Il y a parfois des enfants qui nous font entrer dans « Ah, que ça vient me chercher, il faut que ça s'arrête parce qu'on souffre quand on voit ça. » Mais toi, ce que tu nous proposes ce soir, c'est de mettre des choses en place pour prévenir ces comportements-là. Oui, puis il faut juste aussi, je vais juste faire une petite parenthèse. La façon dont
l'éventail de situations que l'on peut gérer chez l'enfant est directement proportionnel au contenant de sécurité intérieure que nous, on a en tant qu'adultes et que nous, on a construit en tant qu'enfant. OK? Donc, l'éventail des situations qu'on peut gérer avec un enfant est directement en lien avec la grandeur, je vais revenir là-dessus tantôt, de notre contenant de sécurité intérieure et aussi comment notre propre sécurité intérieure s'est construite lorsqu'on était enfant. Fait que plus qu'on s'énerve, plus qu'on a une mèche courte, plus qu'on est réactif, c'est pas mauvais. Ça parle juste que nous, on a aussi des grands besoins de sécurité qui n'ont pas été répondus lorsqu'on était enfant. Et quand l'enfant nous déclenche dans de l'opposition, dans des crises, dans des situations où est-ce qu'on perd notre état d'équilibre, nos réflexes se déclenchent parce qu'on se sent dans l'insécurité et on adopte, nous aussi, des comportements de protection, de survie et de défense. Fait qu'on est au même niveau que l'enfant, puis ça part. Donc, ce que tu nous proposes ce soir va aussi aider les parents, les intervenants, les enseignants, les adultes en général. Oui. En fait, oui. Et si tu veux, je vais commencer ça. Oui. Je vais juste le mettre en lecture. Est-ce qu'on le voit bien? Très bien. OK. Bon, ça, c'est le titre. En fait, c'est ça qu'on va voir, qu'est-ce qui se cache derrière l'anxiété, l'opposition, les défis d'attention, les défis d'apprentissage, d'hypersensibilité chez les enfants. Puis on va voir, on va éclairer avec, oui, la pièce manquante du puzzle, qui est, selon nous, les réflexes archaïques, parce qu'on en parle très peu et c'est très méconnu. Ici au Québec, on en parle plus aux États-Unis et en Russie, mais ici au Québec, on est des pionniers. Notre intention dans ce webinaire-là, c'est pour que tous les enfants qui expriment maladroitement leurs besoins par leur comportement, moi, je souhaite de tout mon cœur que tous les parents, tous les intervenants comprennent ces trois choses-là. Les difficultés que l'enfant vit sont souvent dues à un manque de maturité. On va l'éclairer tantôt. Que l'enfant lui agit de façon involontaire, avec des réactions, réflexes qu'il ne contrôle pas contre son gré. On va éclairer ça aussi. Puis les comportements expriment des besoins de sécurité qui sont non répondus. Je pense que ça va faire bien du sens chez nos parents et les intervenants qui nous écoutent en ce moment. Absolument. Le contenu, qu'est-ce qu'on va voir? Oui, les réflexes d'intervention qui nous piègent. Ces habitudes-là qu'on a, très inconscientes de faire, qui nous piègent. On va voir comment intervenir au-delà des comportements. On va voir si c'était une question d'immaturité. On va voir que le comportement, ce n'est pas la cause, mais bien une conséquence. Que les réflexes, on va voir les réflexes et leurs conséquences sur tout le développement affectif, social, scolaire, émotionnel. Et on va voir aussi qu'il y a deux modes de réponse chez les enfants, très distincts. Dans une situation où est-ce que l'enfant est soit dans une situation de stress, de nouveauté ou de changement, il y a vraiment deux réponses possibles. Il va y avoir deux façons distinctes d'intervenir. Je pense que ça fait du sens. Hein? Ah oui. C'est tellement dilué. Puis je vais terminer. Je vais vous présenter Requio Pépito, qui est un beau programme éducatif qui fait une connexion avec les avancées des neurosciences, puis aussi qui va allier toute la puissance du mouvement pour connecter dans le monde de l'enfant, dans le monde du jeu. Comme ça, on travaille par des exercices de stimulation à diminuer les réactions émotionnelles, mais l'enfant, il joue, il ne s'en rend pas compte. Donc, on va voir ça ensemble. Puis à la fin, au courant de la formation, je vais vous donner un bonus pour avoir le test sur la sécurité intérieure, pour que vous puissiez être capable de voir les premiers indicateurs chez l'enfant qui fait qu'il perd son état de stabilité, qu'il perd ses repères, puis que le stress monte, puis qu'il se désorganise. Comment l'observer? Je vais vous donner ce test-là et à la fin, je vous présente mon coup de cœur. Coup de cœur pour désamorcer les crises, apaiser l'opposition, calmer l'anxiété, calmer l'hypersensibilité, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit sensorielle. Ce mouvement-là, autant applicable milieu petite enfance, scolaire, en individuel qu'en groupe. C'est ça qui est fantastique, parce que ça s'applique à tout le monde et à nous, en tant qu'adultes et parents. C'est ça que j'allais dire tantôt. On a parlé des enseignants, des intervenants, des parents, mais tous ces exercices, surtout l'exercice que tu vas nous proposer tantôt, là,
est tellement pertinent pour les éducatrices en petite enfance qui, eux, sont justement là pour stimuler les enfants. Donc, ça va être super intéressant. Même moi, j'ai hâte de le voir, ton exercice. Ça va me faire tellement plaisir. Fait que rester jusqu'à la fin, c'est le petit bonus. Faut bien garder une cerise sur le sundae, hein? Oh oui. C'est quoi ces réflexions d'intervention qui nous piègent, hein? En fait, la première chose qui nous piège, c'est vraiment les hypothèses puis le dépistage précoce. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on est tellement bien informé sur les symptômes que des fois, on fait des hypothèses puis on peut s'en aller dans du dépistage précoce. Je m'explique. Tu sais, des fois, à force d'être trop informé, on fait des associations trop rapides. Fait que, on remarque un truc, puis un autre. Là, il y a tout un scénario qui se crée dans notre tête, puis on se dit, OK, mais s'il manquerait tel critère, hey, là, là, je pense que là, il est vraiment TDAH. Je pense que mon hypothèse, elle serait confirmée. Fait que, tu sais, on développe une façon d'observer les enfants en lien avec des critères, qui fait qu'on développe une perception qui va induire aussi à créer ce comportement-là. Parce que comme on met de l'intention à regarder ça, bien, le cerveau, il met aussi de l'importance là-dessus. Ça fait qu'on est encore plus attentif à les regarder. Ça fait qu'un peu notre observation, elle peut être un peu biaisée. Fait que ce comportement-là qu'on observe, qui est peut-être juste comme un manque d'attention relatif, qui ne manque pas d'attention ici dans la salle, qui, depuis qu'on est très sur les réseaux sociaux, se rend compte que notre attention est beaucoup plus réduite. Alors, quand on focalise à regarder ces petits signes-là, souvent on amplifie le comportement chez l'enfant. Souvent, on l'induit. Le cerveau de l'enfant, lui, est en apprentissage. Il est en train de faire ses expériences, puis on va dire que le cerveau, il est immature, oui, jusqu'à peu près 7-8 ans. C'est là que les fonctions corticales vont commencer à se développer. Mais on va dire que les neuroscientifiques vont nous dire que le cerveau est immature jusqu'à 25 ans. Puis il y en a même qui parlent de 35 ans. Juste garder en tête que nous autres, là, on n'est pas des neuropsys. C'est pas notre job. Fait que, tu sais, oui, de dépister, de dire une hypothèse de TDA, tout ça, OK. Mais pendant que je fais ça, l'enfant qui est devant moi, il a des besoins. Pendant que je fais ça, je passe à côté d'une grande clé parce que je ne suis pas en train d'y répondre. Fait que mon objectif aujourd'hui, c'est qu'on bascule. On bascule du mode gestion des comportements, puis qu'on s'en aide de l'autre côté à essayer de voir, de comprendre, de décrypter c'est quoi ces besoins-là, puis comment on peut y répondre chez les enfants. Je pense que ça fait bien du sens. Tu sais, on peut juste... moi, quand j'étais enseignante, j'avais un enfant là, qui manquait de l'attention, par exemple. Il était dans sa bulle, il était un petit peu rêveur. Ouh! Tout de suite, j'avais la puce à l'oreille. OK, c'est peut-être un TDA. Spontanément. On n'est pas là pour se juger, c'est juste qu'on est tellement informé que c'est un réflexe qui vient. Puis, par exemple, si je voyais le même enfant, oups, il gigotait un petit peu sur sa chaise, oh, hey, peut-être TDAH. S'il y avait ces mêmes comportements-là, puis il y avait de la difficulté à être en lien avec l'adulte et les autres, oh, TSA. Et on va éclairer ça tout à l'heure. Vous allez voir, ça va être vraiment intéressant de voir, pour passer de cette vision-là, tu sais, cognitivo-comportementale, comme je parlais tantôt, à une vision neurodéveloppementale. Tu sais, c'est quoi une vision cognitivo-comportementale? C'est très répandu dans le milieu scolaire. On intervient sur le comportement. C'est comme le comportement, il est appris. Fait que, tu sais, c'est une approche gestion des comportements. On en a parlé tantôt. On intervient sur le comportement. On va inviter l'enfant à modifier ses réactions par d'autres façons de penser, d'autres façons d'agir. On va lui donner des trucs, des stratégies. Ça marche, c'est juste qu'on ne s'attarde pas aux causes du comportement. Puis on intervient sur, au lieu d'intervenir sous. Fait que, tu sais, les stratégies, ça peut fonctionner dans le moment. Oui, ça peut apaiser. Ça peut calmer le comportement, oui. Sauf qu'à long terme, on l'a dit tantôt, l'agitation va demeurer. Ça ne modifie pas l'état intérieur chez cet enfant-là, qui a besoin d'être rassuré. Je ne sais pas si jusqu'à maintenant, ça fait du sens. Ça fait tellement de sens ce que tu dis. Puis c'est vrai, je me voyais avant de suivre tes formations, à quel point on travaille, on essaie de dépister, mais en même temps, comme tu dis, on n'est pas neuropsy, loin de là. On n'a pas les compétences pour
diagnostiquer un TDAH, un trouble d'opposition. Ce qu'on voit, c'est des appels à l'aide. C'est des j'ai des besoins qui ne sont pas répondus, puis c'est notre job à nous, l'adulte, de les comprendre. Puis, tu sais, ce qui est intéressant, si on répond à ces besoins-là sous le comportement, si on y répond par des activités qui sont spécialisées pour ça, bien, on diminue les réactions émotionnelles, puis peut-être même que les hypothèses de diagnostic vont diminuer aussi. Effectivement. Combien de faux diagnostics on a en ce moment? De TDAH, de troubles d'opposition, c'est fou. Et j'ai tellement hâte de vous en parler tantôt, qu'on fasse les liens avec cette partie-là. Fait que, juste mentionner que c'est le cerveau, c'est vraiment le mouvement qui va permettre au cerveau de se développer, puis on va y aller un petit peu, je vais éclairer ça. Je ne sais pas si les gens aiment les neurosciences, aiment comprendre un petit peu la mécanique, parce que moi, mon père est mécanicien, tu sais. Quand il y a un problème dans une voiture, il ouvre le capot, puis OK, le moteur, il y a un problème, puis on cherche un petit peu à comprendre c'est quoi qui a causé un bris dans la mécanique. Et moi, je me suis dit, mais le comportement humain, c'est pareil. Et c'est là que j'ai commencé en 2006 à me questionner, puis à m'informer sur les réflexes qui répondaient à ce besoin-là, cette clarification-là, parce que je ça se peut pas. Pourquoi un enfant en crise de 2 ans? Oui, on connaît la crise de 2 ans, on connaît l'intensité. Pourquoi l'autre enfant, son intensité est beaucoup plus grande? Qu'est-ce qui s'est passé dans le développement? Qu'est-ce qui a manqué? Tu sais, on a toutes les mêmes étapes de développement. Fait que si on a un problème plus tard, c'est juste logique de revenir par où on s'est construit et de solidifier, de nourrir ces étapes cruciales de développement-là. En tout cas, je suis vraiment passionnée, ça vient avec ça. Hein? Puis ça paraît, puis c'est pour ça qu'on est pendu à tes lèvres quand tu parles. Fait que oui, le cerveau, le mouvement permet au cerveau de se développer. On va regarder un petit peu, on va éclairer quelque chose avant. Le comportement, oui, je l'ai dit, ce n'est pas la cause, c'est la conséquence. C'est un langage émotif, c'est un langage émotionnel que l'enfant utilise pour signaler des appels à l'aide. Tout comportement, peu importe lequel, est une tentative de répondre à des besoins. Plus le comportement est intense, plus le besoin derrière est criant. Tout comportement, c'est une tentative de répondre à des besoins non répondus. Plus le comportement est intense, plus le besoin derrière est criant et plus que l'appel à l'aide est alarmant, plus qu'on a besoin d'y répondre le plus vite possible, plus qu'on a besoin de soutien. On va regarder ça ensemble. Ça, c'est tellement clair. Une belle analogie que les gens connaissent dans l'iceberg. Je ne sais pas si il y a des questions ou si tu veux qu'on peut y répondre à la fin, à Mélanie, aux questions? Oui, à moins que tu en aies oui. en cours de route. Non, effectivement, on a prévu une période de questions à la fin. Donc, vous pouvez les poser dans le chat à mesure qu'elles vous viennent en tête ou vous pouvez faire des commentaires tout au long. C'est interactif, c'est super le fun. Puis, quand tu seras prête, on pourra lancer le petit sondage qu'on avait préparé. Ah, mais tu pourrais le mettre tout de suite, c'est une bonne idée. Oui, on y va tout de suite? Oui. Donc, on lance un petit sondage, à savoir, est-ce que vous êtes plus concerné par les défis d'attention, l'opposition, l'anxiété, les crises, l'hypersensibilité? Donc, on va laisser aux gens le temps de répondre un petit peu, puis ensuite, on va regarder ça ensemble. C'est vraiment intéressant. Ah, j'adore ça. Parce on voit justement les besoins des enfants, puis ce qui est plus criant. Oui, puis tu vois, je trouve ça étonnant, on a plus d'opposition que de crise. Parce que oui, tu sais, souvent, c'est l'opposition qui est la première étape, puis après ça, bien, si on n'intervient pas ou si, par exemple, l'enfant, la situation grossit, puis il ne sent pas qu'il reçoit réponse à ses besoins, bien, oui, on s'en va en crise, tu sais. Et c'est souvent la première étape, l'opposition, qui va venir nous déstabiliser, qui va venir aussi nous amener à reconsidérer nos compétences parentales et d'intervenants. Ouais. Oh oui, puis en même temps, moi, j'entends beaucoup à la clinique ici les parents qui me disent, écoute, les crises au retour de l'école, la lourdeur des crises, et c'est long à revenir, c'est prenant.
Et en fait, tu sais, quand les crises, quand l'enfant arrive à la maison, puis il ne s'est rien passé, puis il décharge sa crise, puis souvent, nous, en tant que parents, on dit, bien là, tu sais, c'est quoi que j'ai fait? Comment ça qu'il réagit avec autant d'intensité? C'est que vous êtes un contenant tellement sécurisant, puis qu'à l'école ou à la garderie, il n'y a pas eu les conditions nécessaires pour sortir son insécurité. Donc, il le fait en ce moment avec son parent. Tu sais. Oui. Puis, Richard Robillard Oui. m'a déjà fait l'analogie de la tasse et la soucoupe qui retient la tasse. L'enfant, dans le fond, accumule tout au fil de la journée et remplit sa tasse, puis il ne peut déborder qu'en présence de sa figure d'attachement, qui est le parent. Donc, au retour de l'école, vous êtes la soucoupe dans laquelle il peut déborder. Exact. Ça demande beaucoup de contrôle, puis d'observation de soi pour accueillir toute cette détresse-là sans perdre nos propres moyens. Oui, l'analogie est bonne. Je pense qu'on a un gagnant. On a l'opposition en première place. Est-ce qu'on voit les résultats du sondage? Oui. Donc, on a les défis d'attention, il y a 9 des gens qui ont voté pour, l'opposition 40 l'anxiété 22 les crises 17 et l'hypersensibilité 11 des gens. Puis, il y a plus de 140 personnes qui ont répondu au sondage. Puis, donc, je vais mettre fin. Il y a même des gens qui n'ont pas répondu. Le sondage, il reste là, je pense. 86 des gens ont participé au sondage. Ah, OK, c'est bon. C'est une très bonne moyenne au bâton. Vraiment. Merci. Alors, OK, on peut partager les résultats. Je ne savais pas qu'on pouvait le faire. Hey, est-ce qu'on voit bien? Oui, moi, je vois bien. Vous voyez les résultats? Grégoire, il l'a mis dans le chat. Grégoire, qui est mon assistant. Grégoire, tu es indispensable. Attends un petit peu. J'ai arrêté mon partage parce que j'ai eu un petit problème technique. Je suis désolée. Pas de problème. Je te mets en évidence pour qu'on te voit toi. Puis quand tu es prête, tu me le dis pour qu'on puisse voir la diapositive que tu nous as préparée sur l'iceberg. Ça ne sera pas bien long. Je vais... Une petite seconde. Et retour. Donc, est-ce que tout le monde peut nous confirmer que vous voyez bien Cindy et la diapositive, la face cachée des comportements, s'il vous plaît? Oui, c'est juste que... Super. Moi, je vois le sondage qui est encore là. C'est Grégoire, si tu pourrais l'enlever, le sondage. Oui. Ouais. C'est juste que j'ai de la difficulté avec ma souris. Je ne pourrais pas le faire. OK, c'est ça. C'est ça mon petit problème technique. Je vais juste voir si... Je pense que là, ça va être rétabli. Est-ce que c'est rétabli? Oui. OK. Bon, on l'a eu. On l'a. Alors, pour expliquer ça, on va prendre l'iceberg. Tout le monde, pas tout le monde, mais on est quand même relativement familier avec cette analogie-là. Alors, ce qu'on voit, tu sais, on intervient souvent sur la gestion des comportements parce que c'est ce qu'on voit. Puis en fait, c'est ce qui nous dérange. Puis on veut, comme on dit tantôt, que le comportement cesse. Puis ce qu'on ne voit pas de l'autre côté, c'est que le comportement, c'est juste une conséquence. Ça, c'est vraiment au-dessus. Qu'est-ce qui se passe en dessous? C'est qu'on voudrait basculer en mode gestion, de comprendre les besoins de sécurité, puis de gérer ces besoins-là, puis de les répondre chez l'enfant. Parce que tout comportement, c'est un besoin de sécurité intérieure. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? On ne voit pas que ces comportements-là pourraient être dus à de l'immaturité. Ils pourraient s'expliquer par un manque d'intégration des réflexes archaïques. C'est ça, ce mot-là? Ça semble. Qui serait une cause possible? Et quand je veux dire une cause possible, dans la vision neurodéveloppementale, c'est ça qu'on voit. C'est que les réflexes, en fait, je ne l'ai pas expliqué tantôt. La vision neurodéveloppementale, c'est quoi?
c'est qu'au lieu de s'attarder sur le comportement, on s'attarde sur les stades de développement. Puis on va aller voir, OK, qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui a été moins bien complété dans les périodes cruciales du développement de l'enfant? Et on va reconstruire, on va resolidifier, on va revalider ces patrons moteurs-là. Puis qu'est-ce qu'on va voir? Bien, on va voir les difficultés qui vont s'estomper. Parce que c'est comme si le système nerveux était resté dans un programme non complété. Aide-moi, non complété, non complété, non complété. Là, l'enfant continue à grandir. Non complété, non complété. Fait qu'il y a un état d'agitation intérieure non complété, d'hypervigilance qui s'installe parce que ça n'a pas été complété. Fait qu'on va voir ça tout à l'heure ensemble, comment on peut y répondre. Voilà pour ça. Et c'est quoi? C'est quoi un réflexe? Je pense que c'est assez clair, hein, l'analogie du marteau. Hein? Hein, quand on va chez le docteur, il nous donne un petit coup sur le marteau, on n'y pense pas, hein, la jambe elle lève toute seule. C'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. C'est une réaction involontaire, c'est une réaction réflexe, d'où le nom réflexe. Fait qu'on peut aussi comprendre que le corps y réagit sans notre volonté, de manière automatique et inconsciente. Fait qu'on le comprend bien dans un réflexe physique. On va le comprendre un peu plus ensemble dans un réflexe comme émotionnel. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive avec des réactions émotionnelles chez l'enfant? Comment est-ce qu'on peut comprendre que c'est dû à un réflexe? Est-ce que ça fait du sens jusqu'à maintenant pour les gens qui nous écoutent? Ça fait-tu du sens? En tout cas, ça en fait pour moi. Fait que les gens disent oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Hey, c'est-tu beau, ça? Oui, 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 oui. OK, fait qu'on va continuer. On va regarder ensemble, justement, si je continue mon partage. Ça va, Mélanie, si je continue? Ça va super bien. OK, bon, mais ça, on vient de le voir. OK. Regarde ça, comment c'est intéressant. Les réflexes primitifs, là, ils vont se déclencher parce que leur rôle, c'est de nous protéger du danger et assurer notre sécurité. C'est notre premier programme de défense et de survie qu'on a eu par rapport à l'environnement. C'est pour ça que je suis allée chercher l'homme de Cro-Magnon. Tu sais, l'homme de Cro-Magnon, là, il ne réfléchit pas. Hein? Il entend un son fort, un bruit, une lumière vive, il y a du mouvement, il réagit, il bondit. Il attaque, il fuit, ou si, par exemple, c'est un gros lion qui est tellement gros, tellement épeurant, ça se peut qu'il fasse le mort, puis ça se peut qu'il fiche pour que les lions passent puis qu'ils se fassent oublier. C'est pour ça que j'ai sorti cette image-là, parce que c'est très clair, on comprend de où ça vient primitif. C'est aussi des réactions qui sont gérées par notre cerveau le plus ancien, qui est notre cerveau primitif, notre tronc cérébral, anciennement appelé le cerveau reptilien. Je vais donner un exemple d'un réflexe primitif pour que les gens comprennent un peu plus. Le bébé, un bébé naissant. On a toujours fait, beaucoup de parents, on a fait ça, là, on met le doigt dans la main du bébé, puis le bébé s'agrippe d'un coup. Puis on dit, ah, il est tellement fort. Puis si on y agrippe les deux doigts, là, on pourrait peut-être même le soulever, tellement qu'il est fort. Ça, c'est une réponse réflexe. C'est le réflexe d'agrippement. Puis pourquoi le bébé serre aussi fort? C'est qu'il veut s'agripper aux parents parce qu'il ne sait pas comment se sécuriser lui-même sans être proche de son parent. Fait qu'il veut rester accroché. Au fur et à mesure que ce réflexe-là va être stimulé, à un moment donné, la main va pouvoir s'ouvrir et lâcher les objets. C'est là que tranquillement que le réflexe d'agrippement va commencer son intégration. Puis bon, il y a différentes phases jusqu'à tenir le crayon. On s'en va dans le réflexe de préhension par la suite. Mais c'est juste pour éclairer que c'est vraiment une réaction qui est automatique, qui est inconsciente. L'enfant, là, il ne fait pas exprès pour s'opposer. Il ne fait pas exprès pour s'agiter. Il ne fait pas exprès pour être en crise. Il n'est pas en train de faire un caprice ou de manipuler. Il est dans une réaction réflexe incontrôlable qui se déclenche. Il va exactement répéter
la même façon, le même patron qu'il a fait lorsqu'il était bébé et qu'il a entendu quand il est venu au monde, il a entendu un son très bruyant, il a vu une lumière forte, il est tombé d'un milieu aquatique à un milieu dans la gravité. Tout ça, c'était de l'inconnu, du non familier. Ces stimulations-là ont fait déclencher le réflexe de Moreau, qu'on va voir tantôt. Et là, maman l'a pris dans ses bras, l'a rassuré. Maman était tranquille. Battement de cœur de maman, apaisé. Battement de cœur de bébé, c'est synchronisé, c'est apaisé aussi. Maman respirait bien. Bébé s'est calmé, a trouvé une respiration calme. Au fur et à mesure qu'un enfant va recevoir ce contact-là, bienveillant, en qualité, en présence, en soins, avec les bons nutriments affectifs, il va tranquillement, ce réflexe-là de Moreau va s'apaiser. Lorsqu'on arrive plus tard dans la vie, dans une situation stressante ou dans une situation non familière, où est-ce qu'il y a un élément, une stimulation qui vient plonger de l'insécurité chez l'enfant, le système nerveux veut être apaisé. Il va aller répéter exactement ce réflexe-là parce que c'est comme ça qu'il a été apaisé lorsqu'il était petit. Donc là, mais les comportements vont être adaptés à l'âge de l'enfant. Donc, on va avoir de l'agitation, des crises, de l'opposition, de l'hypersensibilité. Il ne fait pas exprès, il est dans une réaction réflexe. Et juste de comprendre ça, ça va tellement, tellement aider les parents et les intervenants en ce moment qui mettent en cause leurs compétences parentales et d'intervention. Donc, ce n'est pas de votre faute. Vous êtes des bons papas, des bonnes mamans. Et des fois, il y a des situations qui arrivent que l'enfant est déstabilisé. Les deux réflexes se déclenchent. Et aussi, ça va aussi nous permettre d'intervenir avec beaucoup plus d'empathie et de compassion. Parce qu'on comprend ce que l'enfant vit de l'intérieur. Puis, tu sais, ce que j'entends surtout dans ce que tu dis, c'est que plus l'adulte va répondre au comportement de l'enfant avec bienveillance, plus il va s'apaiser rapidement. Oui. Parce que c'est un rappel de ce qu'il a vécu quand il était bébé. Puis la maman le prenait avec assurance, avec compassion, en étant calme, rempli d'amour, il s'apaisait. C'est une recherche de cette sécurité intérieure-là. Tout à fait, exact. Puis qu'est-ce qui se passe en ce moment depuis 2 ans? Hein? On a eu le COVID. Le COVID, ça a été une situation qu'au début, on disait, bon, OK, qu'est-ce qui se passe? On se demandait ce qui se passait. C'était un peu déstabilisant. Plus que la situation a avancé, plus que le stress a augmenté. La COVID, ça nous a plongé dans une situation de détresse au niveau individuel, au niveau social. On a tous pensé, mais c'est quoi? Est-ce qu'on va mourir? Est-ce que je vais me ramasser avec un respirateur? Là, on est sur des questions de sécurité. Un vrai stress qui menace ta sécurité. Qu'est-ce que ça fait? Ces deux réflexes, le réflexe de Moreau et paralysie par la peur qu'on parle plus tard, se sont déclenchés. On restait actifs pendant longtemps. Ce qui fait que, oui, les comportements des enfants se sont accentués. On a des enfants qui ont régressé dans leurs acquis. On a des enfants qui faisaient des crises, des pleurs, mais là, maintenant, on a des enfants qui sont inconsolables. On a des enfants qui sont velcro, qui ont besoin du parent, qui ont besoin d'intervenants, qui ne peuvent plus décrocher parce que leur sécurité intérieure, elle s'est tellement rapetissée avec ce qu'on a vécu pendant 2 ans qu'ils manquent de ressources pour pouvoir se sécuriser eux-mêmes. Je ne sais pas, je vois. Il y a beaucoup de questions dans le chat. Oui, Mélanie, oui, je les mets, je me les garde justement pour te les poser à la fin. J'aime ça parce que ça veut dire que les gens sont intéressés puis que ça parle. Moi, c'est tellement une clé essentielle. Tout le monde devrait connaître ça. Tout le monde. Tout le monde. C'est tellement essentiel comme compréhension parce qu'enfin, on arrive à comprendre la mécanique. Et ça nous donne du pouvoir aussi pour intervenir. Quand on est dans faire des hypothèses sur des diagnostics, on n'a pas de pouvoir. Là, on reprend du pouvoir. Puis l'enfant, au fur et à mesure que le réflexe va se développer, qu'est-ce qui va se passer? Il va passer d'un mouvement involontaire à un mouvement volontaire qu'il va faire avec une intention.
qui va lui permettre de développer le contrôle moteur. Et tranquillement, c'est ce qui va faire en sorte que les aires de son cerveau cortical vont se développer pour avoir une plus grande maturité, pour ne pas se désorganiser devant la nouveauté, puis être capable d'être capable de la fameuse gestion émotionnelle, d'arriver à se gérer puis s'auto-réguler. Et si la base, c'est la sécurité intérieure et chambranlante, on a ces deux réflexes-là que je vais parler tantôt du RPP, sont encore présents, mais ça va avoir un impact sur cette maturité-là émotionnelle. On était rendu où? On a vu ça, le beau petit... Oui! Et voilà. Qu'est-ce qu'on trouve à l'origine de ces comportements-là? Ben oui, c'est de l'immaturité, on en a parlé. Dû à quoi? Dû au manque de mouvement. Parce que c'est le mouvement qui va permettre les connexions nerveuses. C'est le mouvement qui va faire en sorte que le cerveau va se développer. On est des êtres de mouvement. On a besoin de bouger. Si on est longtemps devant un ordinateur sans bouger ou longtemps assis dans une classe, le cerveau, tranquillement, il s'endort. À un moment donné, c'est pour ça qu'on dit aux heures, on devrait faire lever les enfants en classe, les faire bouger, ne serait-ce que juste s'étirer, des choses très, très simples, juste pour redynamiser les fonctions attentionnelles, puis retrouver l'énergie pour se concentrer puis apprendre, parce que ça demande beaucoup d'énergie pour apprendre. Cindy, est-ce que tu me permets de te poser une question, t'interrompre Oui. 2 petites secondes? Qu'est-ce que Oui, tu vas-y. penses? Qu'est-ce que tu penses, toi, de la fameuse position d'écoute? On entend souvent ça, là. Là, reprends ta position d'écoute, arrête de gigoter, place-toi, mets-toi droit sur ta chaise, en espérant que l'enfant va être plus attentif. Ça, c'est Qu'est-ce que tu en l'intention. penses? Ça, c'est l'intention, c'est le résultat qu'on voudra avoir. Attends, je vais juste fermer le partage d'écran. Parce que je me rappelle t'avoir entendu dire que le cerveau de l'enfant apprend quand il est en mouvement. Oui. Mais en fait, tu sais, l'attention d'écoute, les enfants gigotent, ça nous énerve. On est en train d'enseigner, qu'on soit enseignante, ou qu'on soit à la petite enfance, ou qu'on soit en consultation individuelle, l'enfant qui gigote, ça nous énerve. On a quelque chose à dire, puis écoute-moi. Mais c'est pas parce qu'on dit à l'enfant de nous écouter qu'il est capable de nous écouter. Puis les positions d'écoute, souvent, c'est comme ça. Fait que l'enfant est tout tendu, il y a des tensions dans les bras, il y a des tensions dans le cou. Si mon cou n'est pas détendu, si mes bras ne sont pas détendus, je ne peux pas bien écouter, je ne peux pas bien apprendre parce que c'est un crayon que je tiens dans mes mains. J'ai besoin d'avoir tout le bras détendu, d'avoir une certaine mobilité au niveau de mon cou pour être capable après de faire mon activité d'écriture. Fait que position d'écoute, oui, intéressant, oui, mais ne pas exiger de la façon que la position d'écoute devrait être. Il y a des enfants qui, une position d'écoute, sont en train de dessiner, sont plus kinesthésiques, ils ont besoin de faire quelque chose pour entendre, pour comprendre. Il y a des enfants qu'on va leur donner des ballons, puis ils vont sauter, puis ça va être leur position d'écoute. Tu sais? Fait que c'est de voir, c'est de questionner l'enfant, c'est d'aller valider. Comme, tu sais, comme dans n'importe quoi, il n'y a rien qui fonctionne pour tous les enfants. Fait que c'est d'aller valider, dire, OK, toi, là, c'est quoi ta meilleure position pour écouter? C'était vraiment quelque chose d'important, là, à retenir. Ça serait quoi ta meilleure façon pour écouter? Puis souvent, les enfants ne savent même pas quoi dire parce qu'on les a tellement Déconnectés de leur corps. on les a tellement conditionnés à rester assis puis à écouter que là, oui, exactement, ils sont plus connectés avec les besoins physiologiques de leur corps. Donc, il faut leur proposer. Est-ce que si on faisait du mouvement, est-ce que ça pourrait t'aider? Tu sais, l'intelligence kinesthésique, là, chez un enfant, est prédominante jusqu'à l'âge de 12-13 ans. C'est Watt Garner qui nous parlait de ça. C'est-à-dire que l'enfant a besoin de bouger. Il a vraiment besoin de bouger. Puis quand on met le corps en mouvement, c'est sûr, quand on met le corps en mouvement, on met les yeux en mouvement, puis on met l'audition en mouvement, c'est sûr qu'on a plus de chances de réussite. On est dans les 3 principaux canaux sensoriels, c'est sûr. Fait que si on veut que l'enfant écoute bien, ben oui, faire du mouvement. Super, Puis là, merci. puis là, justement, là, on est dans ce sujet-là. Là. Comment repérer chez l'enfant ces premiers signes d'insécurité-là? Qu'est-ce qui fait qu'un enfant...
On a parlé de réflexes, Céline, tu parles de réflexes de mots. OK, mais on peut-tu voir, on peut-tu repérer ces comportements-là? Comment est-ce qu'on peut prendre la température intérieure des enfants? C'est là que Grégoire se partager. On vous offre le test de sécurité intérieure dans le chat. Prenez un temps pour le copier-coller ailleurs, parce que le chat, là, vous voyez, ça défile. Hein? Ça va vite. Grégoire, tu peux le mettre plusieurs fois. Vous le téléchargerez plus tard. OK? Restez avec nous. Vous allez pouvoir l'avoir, puis vous allez aussi avoir différents outils, parce qu'avec ce test-là, vous allez recevoir des courriels, vous allez avoir différents outils pour élargir votre compréhension des comportements, puis aussi élargir votre façon d'intervenir pour répondre aux besoins de nos petits cocos d'amour. Absolument, merci. C'est vraiment généreux à toi, Cindy, d'offrir ce test-là gratuitement pour tout le monde. Oui, puis tu sais, dans un premier temps, on est fait comme ça. On est tellement conditionné à repérer que, oui, même si je dis aux gens, on intervient sous le comportement, on répond aux besoins, on a quand même des besoins de repérage. On fonctionne comme ça. Ce test-là, c'est ça qui permet. D'aller, c'est un outil d'évaluation, d'aller voir, OK, cet enfant-là, clic, clic, clic. Puis ce qui est le fun, on peut le faire aussi pour nous autres mêmes. Parce qu'on est aussi des grands enfants, puis on a aussi des réflexes qui ne sont pas intégrés. Je l'adore, ce test-là, autant en tant qu'enseignante avec mes élèves qu'avec mes propres enfants. Ça va être très utile. Oui, puis juste de prendre conscience. Ah oui, c'est ça qui est derrière l'opposition, c'est ça qui est derrière l'agitation, c'est ça qui est derrière l'hypersensibilité. C'est ces comportements-là que je vois à tous les jours dans ma garderie, dans ma classe, dans mes consultations individuelles. OK, là je les connais. OK, fait que quand ils vont arriver, OK, l'enfant est dans de l'opposition, oui, mais je le sais, là. Je le sais qu'il est dans des comportements qu'il ne contrôle pas. Alors, moi, je vais développer encore plus d'empathie, encore plus de bienveillance. Probablement que ma façon d'intervenir va changer. Juste ça. Juste ce test-là. Vous allez voir, il est très, très généreux. Il y a beaucoup d'informations. Puis tranquillement, si on peut éviter les surcharges puis les débordements émotionnels chez les enfants, on est toutes les deux gagnants. Toutes les deux. C'est win-win. L'enfant ne perd pas d'énergie, puis nous autres, on ne perd pas d'énergie aussi à intervenir. Tu sais, quand ça déboule, là, ça commence, là, tu sais, ça dégénère. Mais nous, aussi, en intérieur, ça a dégénéré souvent. Souvent, si on se dit la vérité. Là, ah oui. Souvent. Là, c'est OK de revenir au centre, là, ça prend beaucoup d'énergie. Fait que ça, on peut intervenir en amont. Fait que la première chose, c'est de prendre conscience, d'ouvrir nos lentilles et de voir. Ah oui, OK. Fait que le test de sécurité intérieure permet de mettre des lumières. De dire, OK, mais cet enfant-là, là, OK, il y a peut-être un réflexe de Moreau. Lui, il y a peut-être un réflexe de paralysie par la peur. Intéressant. Au lieu de penser à TDA, TDAH, TSA, on pense, là, on intervient, on développe une compréhension sur quelque chose qu'on a du pouvoir. Puis tantôt, vous allez avoir encore plus de pouvoir. Je vais vous donner à la fin du webinaire un exercice pour calmer tout ça. Puis on va faire même une expérience ensemble. Avant, après, vous allez voir les différences dans votre corps, ici, à soir, maintenant, ensemble. C'est pas merveilleux. Mais c'est ça que j'allais dire parce que je reçois beaucoup de questions puis de personnes qui me disent, écoute, j'ai essayé toutes sortes d'affaires avec mes élèves, avec mes enfants, les objets sensoriels, la chaise ballon, le vélo pupitre, le ci, le ça. Il est tout le temps aussi agité. Mais à la fin, ton exercice va pouvoir aider ces enfants-là. Puis pas juste les enfants des filles particuliers, là. Tous nos élèves, tous les enfants. Tous les enfants. Puis tu sais, en même temps, c'est aussi de mettre en place cet outil-là qui est super simple, pas besoin de matériel, il se fait partout, on a juste besoin de nos deux mains et de notre corps, de le faire aussi en mode prévention. Ah oui, parce qu'on veut agir en prévention. On veut détecter les premiers signes de stress, mais intervenir tout de suite. Ça, on le voit beaucoup dans la formation Rocky Pépito. On a développé tout un volet là-dessus, que tu sais, Mélanie. Je l'adore. Mais tu sais, c'est ça. Intervenir comme tout de suite, avant que ça devienne émotionnel. Souvent, on intervient quand ça devient émotionnel. Tu sais, ceux qui sont intéressés par cette formation-là, on va en parler tout à l'heure avec grand plaisir. Puis moi, j'en avais fait ma routine matinale avec mes élèves. OK. De faire cet exercice-là à répétition.
on agit en prévention à ce moment-là. Puis, tu sais, il y a des enfants, tu sais, on va pas, oui, on va en apaiser beaucoup, on va diminuer beaucoup de l'intensité émotionnelle. Il y a des enfants qu'on ne va pas toucher. Parce que ces enfants-là, ils ont besoin d'avoir un suivi individuel plus approfondi, avec une ergothérapeute, par exemple. OK, c'est correct. C'est comment je dirais, avec les activités qu'on va faire, on va permettre d'atténuer, de diminuer, puis pour permettre à l'enfant d'agrandir son contenant de sécurité pour gérer un plus grand éventail de situations. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne se désorganisera plus, mais beaucoup moins, puis avec une intensité beaucoup plus gérable. Puis ça se peut aussi qu'il ne se désorganise plus. On a plein de résultats magiques. Quand on en a. On est très fiers de le dire et on en a, mais ce n'est pas tout le temps. Mais oui, ça arrive aussi. Je pourrais raconter plein d'anecdotes d'enfants là, qui... J'en parlerai peut-être tantôt parce que je veux vraiment... Parce que là, on est dans quelque chose, puis je veux vraiment que les liens se fassent, l'association s'embrique au niveau du cerveau, parce qu'on a ouvert une porte, puis je parlerai des expériences. Puis, tu sais, si on arrive à rejoindre la moitié de nos élèves, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Et de toute façon, tout ce qu'on va faire pour détendre le système nerveux, calmer les réactions émotionnelles, en stimulant l'intégration de ces deux réflexes-là, on va avoir un impact, oui, sur les émotions de cet enfant-là qui a plus de difficultés à se gérer. On va avoir aussi un impact sur toute la dynamique de notre groupe. Et ça c'est un grand cadeau. Absolument. Très, très grand cadeau. OK. On était ici tantôt. On a vu ça ensemble. Parfait. OK, bien, c'est ça. Les appareils, les fameux appareils. Qu'est-ce qui fait que le système nerveux ne va pas se développer complètement ou de façon optimale? Bien, les appareils qui vont venir limiter le mouvement, qui vont venir entraver cette maturation cérébrale-là. Parce que plus qu'ils vont avoir d'expérience de mouvement au sol, sur le ventre, sur le dos, et plus qu'il va avoir de connexions nerveuses, puis plus qu'elles vont se solidifier. OK. Ça nous arrive de donner le bain comme ça à l'enfant, c'est correct. Mais quand il y a beaucoup d'appareils régulièrement dans la vie de l'enfant, là, ça peut avoir un impact. Parce que la colonne de l'enfant, dans ces appareils-là, on peut regarder l'autre. Ici, regarde le téléphone cellulaire avec le biberon. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais non, mais il faut arrêter, là. OK? Parce que pourquoi c'est si important que ça? Parce que la colonne cervicale, les vertèbres dans le cou, et la colonne du bébé, quand il est dans des bains, des appareils pour le bain, des transats ou celui-là qui regarde la télévision, la colonne vertébrale est recourbée. La tête est redressée de manière artificielle, pas grâce à l'expérience de mouvement du bébé. Plus que le bébé va développer son expérience de mouvement, plus qu'il travaille le tonus musculaire, plus qu'il travaille le travaille le contrôle moteur, plus qu'il travaille le contrôle moteur, plus que son système vestibulaire est en train de maturer, plus que le système vestibulaire mature, plus qu'il y a du contrôle sur lui-même, dans son environnement, dans son corps, il peut organiser son corps et ses mouvements. Juste cette séquence-là que tu viens de nommer, là, elle est extrêmement importante. Mais oui. Puis, je suis enseignante au préscolaire. Ça fait des années que j'observe les enfants, leurs mouvements. Et de plus en plus, tu sais, la fameuse, comment on l'appelle? C'est comme une balançoire là, qui fait ce mouvement-là. Puis les enfants, ils restent là-dedans très, très longtemps. Et oui, ça les endort, mais plus que d'inventions comme ça, moins que les enfants ont de tonus. Puis après ça, on s'étonne que des difficultés de motricité fine, difficultés d'appréhension du crayon, difficultés de contrôle moteur au tapis pendant 2 minutes. Il faut agir tôt, là. Oui, il n'y a pas eu assez d'expérience de mouvement. C'est pas parce qu'il n'y en a pas eu assez dans la petite enfance qu'on ne peut pas rien faire plus tard.
c'est intéressant parce qu'avec les activités de Rocchio Pépito, on peut restimuler les connexions, puis aider justement, aider les réflexes à s'intégrer puis à aller chercher ce contrôle-là, oui, au niveau de la motricité, mais aussi un certain contrôle émotionnel qui va venir après. Avant de parler, de ressentir, on est des êtres de mouvement. On a commencé à bouger. C'est la base. Fait que si on a un problème dans la motricité fine, c'est parce que probablement que le développement global, moteur, est encore fragile. Tu sais, le manque de mouvement, là, les organes des sens, là, ils n'auront pas leur pleine capacité à traiter les informations, ce qui va entraîner des difficultés d'attention, de lecture, d'écriture, d'agitation puis de comportement. C'est tellement intéressant. Quand on a un problème plus tard, ça fait juste du sens de retourner par où on s'est construit. Vision neurodéveloppementale, la mécanique humaine. Voilà, tu sais. Puis petite parenthèse, là, Oui, tu sais, vas-y. chez Pas à Pas, on fait des interventions, des observations, soit en milieu scolaire ou en garderie, parce que, disons, il y a des défis chez un enfant, un élève est en bris de fonctionnement, il y a des crises à répétition. Puis, ça nous est déjà arrivé de voir des enfants dans une garderie, un bébé dans une garderie qui passait des heures dans une chaise haute. C'est sûr que cet enfant-là va avoir a de la difficulté à marcher tard, mais Oui. c'est des heures de temps, il est assis. OK, oui, il rit, il ne fait pas de crise, il ne dérange pas, mais on n'est pas en train de stimuler son développement. Non. Puis, tu sais, c'est possible aussi que cet enfant-là, il est tellement, tellement tranquille qu'il est inhibé. On va le voir tantôt. On a un réflexe, justement, qui fait les liens avec ces comportements-là, qu'on parle moins, beaucoup moins que le réflexe de Moreau, mais qui est encore plus préoccupant. Mais il n'est pas Plus à la- dérangeant, on ne le voit pas. Non, mais en même temps, il est plus dérangeant, il est moins dérangeant, on ne le voit pas. Et en même temps, c'est cet enfant-là qui souffre de l'intérieur, comme Absolument. une anxiété silencieuse qu'on ne sait pas comment répondre, on ne sait pas comment aller le chercher. L'agitation, l'opposition, on le voit, on sait le repérer, on voit les comportements, puis on peut agir. L'enfant qui est un peu dans sa bulle, qui est déconnecté un peu du reste du monde, qui a manqué de mouvement, qui est un peu inhibé, comment est-ce qu'on fait pour le raccrocher? Comment est-ce qu'on fait pour stimuler son élan de vie, son élan de motivation, de curiosité, de s'ouvrir au monde, de participer, d'avoir confiance? On va en parler tantôt. C'est super intéressant. Je veux juste terminer cette petite phase-là avec le mouvement qu'on vient d'ouvrir. Ah, bon, ça, on en a parlé. Alors, on va regarder le TDAH maintenant sur un nouvel angle. Le TDAH, là, puis l'enfant de 2 ans, ils ont beaucoup de similitudes ensemble. Un enfant de 2 ans, ça gigote, ça a de la difficulté à s'arrêter, c'est partout et nulle part en même temps. Il est distrait, il perd de l'attention, tu lui montres quelque chose, oh, il s'intéresse à ça, il y a une autre stimulation, pouf, il perd l'intérêt. Il voyage d'une stimulation à l'autre, il est dans sa lune, dans la lune, il rêve, il est dans des projets. Il s'ennuie vite aussi. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on lui dit? C'est tellement compliqué qu'il ne peut pas comprendre. Fait que son attention est dirigée ailleurs. Fascinant. Ça, c'est 2 ans. Et on voit ces mêmes genres de comportement-là chez un enfant qu'on va dire le TDAH. C'est pour ça que je vous amène la vision. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de TDAH, je ne dis pas que ça n'existe pas. C'est pas ça que je vous dis. Moi, je ne suis pas neuropsychologue, je peux pas affirmer ça. Sauf que ce que je peux vous dire, c'est que si on voit que les comportements d'un enfant TDAH sont les mêmes qu'un enfant de 2 ans, puis qu'on comprend le rôle, l'impact du mouvement sur la maturité du cerveau, puis on comprend que ça a un impact sur la maturité émotionnelle, bien, on peut se questionner peut-être que l'enfant qui a un TDAH, bien, d'aller vers un nouvel éclairage d'immaturité. En tout cas, on pose la question. On regarde ensemble, on a parlé des réflexes tantôt. Ces réflexes-là qui sont encore actifs, c'est quoi les conséquences? Hein? Quand on a vu l'homme de Cro-Magnon tantôt, on a parlé des réflexes primitifs ou archaïques. C'est quoi les conséquences quand ils sont encore présents? Quand ce développement-là, cette intégration-là n'a pas été complétée chez l'enfant, qu'est-ce qu'on voit comme conséquence? Dans les apprentissages, manque de concentration, d'attention. Un enfant qui a de la difficulté à rester assis sans bouger. Il gigote. Manque de motivation parce que les apprentissages sont trop difficiles. Le programme,
il y a le programme de l'ordinateur qui est comme non complété, non complété, non complété, qui envoie des requêtes. Abandonne la tâche difficile, oui, puis des difficultés, on va voir des difficultés en lecture, aussi en écriture, aussi en mathématiques. Au niveau de la gestion des émotions, qu'est-ce qu'on va voir? Bien, de l'agitation, de l'opposition. On va avoir des crises, de la colère, de la panique, des hypersensibilité, tant au niveau émotionnel que sensoriel. Une plus grande sensibilité au son, au bruit, au toucher. Les enfants qui vont figer devant un défi, ils ne savent pas comment s'organiser. Les enfants, on voudrait les secouer. Là. T'es comme, t'es-tu là, là? Tu m'entends-tu? Est-ce que quelqu'un dans la maison, en anglais, on dit all the lights are open, but nobody's home. Toutes les lumières sont allumées, mais il n'y a personne dans la maison. OK? Les enfants qui vont vivre de l'anxiété, puis oui, qui vont vivre aussi des troubles du sommeil. Parce que si le système nerveux fait toujours des requêtes, c'est pas parce que c'est le temps de dormir que je suis tranquille. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de la socialisation? Bien oui, affirmation de faible estime, confiance en soi, oui. Des enfants qui vont avoir on va les voir, qui vont manipuler, contrôler, qui ont des conduites rigides. C'est pas parce qu'ils veulent le faire. Et s'ils manipulent, s'ils contrôlent, puis il est rigide, il peut prévoir ce qui s'en vient. Donc, ça ne le désorganise pas. Uniquement pour ça. C'est pas parce qu'ils veulent le faire. Les enfants qui vont se retirer, s'isoler, se replier sur eux-mêmes. Les enfants qui n'acceptent pas la critique, trop dur. Parce que ça les remet en cause. Et leur sécurité intérieure est tellement fragile qu'ils ne peuvent pas être remis en cause. Je suis sûre que c'est juste bon pour les enfants. Non, je pense pas. Mais tu sais, quand tu dis que c'est pas volontaire, l'enfant ne le fait pas pour faire exprès, il le fait pas pour déranger l'adulte. C'est un mécanisme de protection. Puis si on peut juste retenir ça, ça va peut-être moins venir nous chercher, nous, l'adulte, en tant que sur notre ego. Ça va moins jouer sur notre ego. Mécanisme de défense et de protection. Oui. Alors, si on continue ça. Fait que quand on avance dans la vie avec des réflexes non intégrés, c'est comme si on fait du vélo à 4 roues puis on est rendu adulte. Imagine ça, là. Il n'y a rien là. OK. Si c'est une autoroute que tu connais, si c'est une activité que tu as déjà faite, ça va bien, pas de problème. Mais si, par exemple, on est là sur l'asphalte comme ça, là, puis il y a des petits, il y a du dallage, peut-être que ça va barouetter un peu. Situation que, ouais, tu as les acquis, mais il y a des petits défis. Et si, par exemple, c'est une situation qui est nouvelle, là, tu es sur une pente, là, caillouteuse, là, puis les cailloux glissent, tu vas avoir de la misère. Tu ne seras pas capable de monter. Ça va te demander beaucoup trop d'efforts. Fait qu'est-ce que l'enfant va faire quand il y a trop d'efforts? Moi, quand j'enseignais les enfants, c'est ce qu'ils faisaient, c'est quoi quand il y avait trop d'efforts? Ils faisaient le clown pour être sortis de la classe. Oui, c'est une stratégie d'évitement qui fonctionnait très bien. Le défi qui est devant moi est tellement difficile. Je n'ai pas les ressources. Je ne suis pas capable de le faire. Je n'ai pas l'effort qu'on me demande. Ça m'en demande trop, ça me désorganise trop, que je vais faire le clown, je vais avoir de l'attention positive, on va me retirer de la classe, puis finalement, je ne le ferai pas. Ou le fameux « Ah, ça ne me tente pas, j'ai la flemme. Hein? » On entend ça chez les jeunes de ce temps-ci. Oui, c'est ça. Oh, non, je l'ai déjà fait. Oh oui, ben oui. Je l'ai fait. Déjà fait. Ben oui, j'ai déjà terminé. On n'était rien commencé. Fait que, tu sais, oui, ces enfants-là, souvent qu'on les pousse. On les pousse à faire des efforts. Plus qu'on va les pousser à faire des efforts, plus qu'on a des chances de se désorganiser. Parce que l'effort est déjà trop grand. Là, je pense que là, on commence à avoir une vision neurodéveloppementale, comprendre que l'enfant, il y a les savoirs qui sont intégrés dans son corps, il ne peut pas en avoir plus. Puis quand il manque des pièces, là, il ne peut pas enlever ces 2 petits trous de secours. Il ne peut pas les enlever. Fait qu'il est comme ça, il arrive comme ça. Puis là, il est en train d'apprendre la lecture, l'écriture, les multiplications, les divisions. À un moment donné, il saute, là. Puis quand on lui dit, on parle de persévérance scolaire, de faire des efforts, c'est correct. On a des bonnes intentions, on n'est pas en train de juger ça. C'est juste que lui, il en fait déjà trop d'efforts. Il ne sait pas comment en faire plus. Fascinant. Parce que dans son système nerveux, comme requête. Ça demande beaucoup d'énergie à gérer. Fait que cette énergie-là à gérer n'est pas au service de l'apprentissage et de l'attention. Puis comment on fait, autant en tant qu'enseignant qu'en tant que parent,
pour pas entrer dans un pattern d'évitement. Tu sais, chez Mhm, l'enfant qui, oui, il veut se protéger. Oui, mhm, ça va lui demander beaucoup trop d'efforts. mhm, Donc, là, on voit qu'il y a un besoin en dessous de tout ça qui n'est pas répondu. Mais mhm. comment on fait pour pas rentrer dans un pattern d'évitement? On peut tout d'abord dire à l'enfant, en ce moment, je vois que c'est difficile pour toi. Je vois que l'activité, puis on nomme juste les faits. Je vois que l'activité qui est proposée ici, je vois que tu n'as pas commencé encore, ça fait 10 minutes, ça fait 15 minutes. Est-ce que c'est possible que, en ce moment, que le défi est trop grand pour toi? Est-ce que c'est possible? Est-ce que tu aurais besoin qu'on découpe la tâche? Est-ce que tu aurais besoin de soutien? Est-ce que tu aurais besoin de nommer quelque chose? Est-ce que tu aurais besoin... On piste, on va chercher dans les besoins. Et juste ça, le fait qu'on sorte notre focus de la tâche et du comportement dérangeant, puis qu'on s'intéresse aux besoins de l'enfant, là, il y a une connexion émotionnelle qui passe. Et là, c'est drôle, juste avec ça, les comportements diminuent. Ça se peut qu'ils s'agitent encore, ça se peut qu'ils soient encore dans la position, mais là, on est dans une conversation. Si on ne peut pas avoir de conversation, parce que des fois, l'état émotionnel est trop grand, puis il n'y a pas de place pour la conversation, parce que quand on est en crise ou en opposition avancée, le cerveau qui réfléchit n'est pas disponible, Déconnecter. il n'est pas là. Donc là, on va utiliser le mouvement parce que on est des êtres de mouvement. C'est le moyen le plus rapide pour trouver un alignement, pour trouver un état centré, c'est par le mouvement. Plus que la pensée, puis plus que par des méthodes de gestion émotionnelle. C'est très rapide. Vous allez pouvoir le tester tantôt. Mais merci beaucoup pour ta réponse. Puis, pour avoir cette ouverture-là, il faut qu'il y ait un lien affectif sécurisant qui soit solide. Oui. Puis tu sais, puis ça peut être aussi de nommer, de dire, en ce moment, quand tu n'as pas commencé ton travail, ça fait une demi-heure qu'on est dans les devoirs, tu n'as pas encore commencé. Moi, je me sens contrariée parce que là, le souper avance. Puis j'ai préparé un bon souper pour toi, puis j'aimerais ça qu'on se mette à la table tout le monde ensemble. Comment est-ce qu'on pourrait le faire? Comment est-ce qu'on pourrait s'organiser? Tu sais, nommer les vraies affaires, nommer ce qui est là. Tu sais, et là, voilà. C'est que ça, on a vu ça ensemble. Quand les réflexes sont intégrés, ça permet à l'enfant d'être autonome, se rassurer, garder son attention, entretenir un meilleur équilibre émotionnel, s'autoréguler, puis avoir des réactions plus appropriées, bien évidemment. Oh! Une analogie que j'ai développée avec mon équipe. Il y a deux modes de réaction, il y a deux façons distinctes d'intervenir. On a des enfants qui sont plus en mode in. On a des enfants qui sont plus en mode out. Mode in, on est dans un mode huître. Ce sont ces enfants-là qui sont déconnectés un peu, qui sont dans leur bulle. Anxiété vers l'intérieur. Difficulté, méfiance dans le rapport avec l'autre. Tu sais. On pourrait voir aussi des enfants qui ont de la difficulté à comprendre l'état émotionnel chez l'autre, parce que de la difficulté à comprendre le sien. C'est des enfants qui vont avoir le réflexe de se refermer sur eux autres mêmes, de s'isoler. Ces enfants-là, dans ces comportements-là, on remarque que c'est le réflexe de paralysie par la peur qui est actif. Le contenant de sécurité intérieure est tellement petit que devant la nouveauté, devant le changement ou devant l'insécurité, je me referme. Je me referme, je cherche la sécurité, de connecter avec mon nombril qui me rappelle quand j'étais à la sécurité dans le ventre de maman, puis j'étais en petite boule. L'autre côté, des enfants en mode out, en mode éponge. Ça absorbe, ça absorbe, ça absorbe. À un moment donné, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place dans l'aquarium. Qu'est-ce que ça fait? Ça saute. Ça saute en opposition, ça saute en agitation, ça saute en crise, en hypersensibilité, en anxiété. Deux modes de réaction devant le stress lorsque l'enfant vit de l'insécurité. Deux façons distinctes d'intervenir parce que deux réflexes qui est sous ces comportements-là, deux réflexes vraiment distincts. Ceux qui n'ont pas encore, remets-le, Grégoire,
Là, c'est fascinant. Regarde, qu'est-ce qu'on va faire avec le test de sécurité intérieure? On va prendre la température. Est-ce que l'enfant est plus dans un mode huître ou dans un mode éponge? Tu veux que je Donc, lance le sondage? ah oui, tu pourrais. Un petit peu. Tu peux continuer en attendant que je le prépare. Fait que, on met le lien dans le chat. Si vous n'avez pas eu le temps, prenez le lien, copier-coller. OK. Alors, l'enfant qui est dans l'huître, là, on veut comprendre l'état intérieur du réflexe de paralysie par la peur. Regardez, tu le vois là. En état de stress, là, il fige, il paralyse, il s'immobilise. Donne un exemple. Si tu es une éducatrice à petite enfance, tu as changé tes coins de jeu. Ou c'était Noël, par exemple. Une activité de Noël, tu as sorti du matériel, tu as bougé tes tables. Mais cet enfant-là, là, il est dans la porte au corridor puis il fige. Il ne rentre pas dans le local. Il ne sait pas quoi faire. En classe, par exemple, un enfant qui a un réflexe de paralysie par la peur, ça peut être un enfant qui procrastine, qui s'isole, un enfant qui va éviter, un enfant qui va préférer travailler tout seul au lieu de travailler avec les autres. Travail d'équipe très difficile. Parce que l'interaction avec les autres est tellement insécurisante, tellement menaçante qu'il préfère être dans sa bulle. Les émotions qui pourraient être associées, on est plus dans la peur, de l'anxiété, anxiété vers l'intérieur et de la panique. Je suis sûre et certaine qu'en vous montrant ça, cette analogie-là, je suis sûre que vous voyez des enfants dans votre entourage. Le sondage vient d'être lancé. Donc, C'est souvent les gens commencent à répondre. Ouais, c'est souvent des enfants qui sont tranquilles. Ah, moi, mon enfant est tranquille. Ah, cet enfant-là dans ma galerie. Oui, mais quand dans la file, là, tu le cherches. Elle est où, Charlotte? Ah, elle est là, Charlotte. Ah, OK. C'est quelque chose, il y a un manque de vitalité. Il y a plus des éponges que des huîtres. Ben oui. Parce que aussi, on est plus formé, outillé à repérer l'agitation, l'opposition, parce que ça fait plus de bruit. Vous allez voir, les enfants huîtres, depuis la COVID, il y en a de plus en plus. Les enfants qui sont inconsolables, qui sont rendus dans leur bulle, on a difficulté à connecter avec les autres. C'est bon, ça. Je continue avec le réflexe de Moreau. Oui. Là, il faudrait juste enlever le sondage. Moi, je l'ai enlevé de mon côté. Oui, c'est parce que j'ai de la difficulté avec la souris. Pour le déplacer, j'y arrive. Il faudrait que... OK, c'est ça. Il faut que j'arrête le partage. Il faut que je l'enlève. OK, c'est ça que j'avais fait tantôt. On va devenir une pro du Zoom. OK. OK, donc, on est ici. Bon, l'éponge. Comprendre l'état intérieur de Moreau. Lui, en état de stress, il va chercher à combattre, à fuir. L'opposition, l'agitation, les crises, manipuler, la rigidité, avoir le dessus. Ça fait du bruit, Moreau. On l'entend, là, il prend de la place. L'émotion, on est plus dans l'insécurité, l'anxiété, mais l'anxiété qui fait du bruit, on est dans de la colère. Il pourrait y avoir d'autres émotions que ça, mais c'est vraiment pour faire un portrait. Pourquoi j'ai sorti les émotions? C'est vraiment encore dans un souci de vulgarisation. Mais l'enfant, qui a un réflexe de Moreau, de paralysie par la peur, il peut vivre toute la gamme d'émotions pareil. Mais dans un gros plan, c'est juste pour les associer, juste pour créer du sens, pour les différencier, que ce soit plus clair. Vous connaissez Maslow? Absolument. Pourquoi je vous mets ça? Pour vous montrer que le besoin de sécurité, c'est le premier. C'est important. Les premières interventions qu'on devrait avoir envers nos enfants, s'assurer, est-ce qu'ils ont un toit sur la tête? Est-ce qu'ils ont de la nourriture? OK, ça, on le sait. Sécurité physique, mais sécurité intérieure. Est-ce que mon enfant il est équipé à l'intérieur de lui pour gérer les changements, pour gérer les changements de plan, pour, quand il y a une insécurité, d'aller puiser à l'intérieur de lui les ressources, puis le traverser sans se désorganiser? Est-ce que mon enfant il est bien dans son corps? Est-ce qu'il est apaisé?
Après ça, oui, être bien dans son cœur. Après ça, être bien avec l'autre. Puis après ça, être bien dans sa tête. Mais la base, c'est vraiment être bien dans son corps. C'est ça qu'on fait, nous autres. C'est ce qu'on réussit à faire de mieux. Puis dans Rocio Pépito que tu as suivi, Mélanie, Oui, puis que je pense que tu as vraiment aimé. j'ai capoté. C'est un programme unique. Pourquoi il est unique? C'est un programme éducatif. Il est unique parce qu'il connecte avec le mode d'apprentissage de l'enfant dans le jeu. L'enfant joue, s'amuse, il ne s'en rend pas compte. On a son ouverture, on a sa collaboration, puis on est en train de diminuer les réactions émotionnelles, que ce soit les réactions de réflexes de Moro, agitation, opposition, anxiété ou paralysie par la peur des enfants qui sont plus comme dans une souffrance silencieuse. Donc, le programme va agir sur les deux, autant sur le mode in de l'huître que sur le mode out de l'éponge. Ça fait quoi? Ben oui, on est sur cette première partie-là, cette fondation-là de la pyramide pour être bien dans son corps. Fait que Rocio Pépito va inviter l'enfant par ses différents exercices à interrompre les mécanismes de défense, à apaiser le système nerveux, à ralentir et à calmer son moteur, à découvrir comment accéder à un meilleur équilibre émotionnel et l'entretenir. On veut, avec ce programme-là, que les enfants soient autonomes. Puis quand on commence à faire le programme, mettons avec les 2 ans, en septembre, au mois de décembre, les enfants sont autonomes, en moyenne. Fait que oui, même en petite enfance. Fait que c'est un programme qu'on peut appliquer. L'enfant retrouve des attitudes d'écoute, de calme, de collaboration. Et aussi, il agrandit son contenant de sécurité intérieure. Fait que la requête, si j'ai besoin, elle se fait moins souvent, moins fréquemment, puis l'enfant est apaisé. Fait que ça s'applique autant en petite enfance, chez les 0-5 ans, que les 5-12 ans. Autant en groupe, en individuel. S'il y a des adaptations ludiques, c'est décloisonné, ça vient avec du matériel, on a fait des beaux jeux de cartes. Il y a même des vidéos où on voit des enfants faire les idées d'activités que tu proposes. Puis moi, je m'étais prise des notes, j'intégrais ça dans ma routine du matin. C'est ludique, c'est adapté. Autant j'aurais pu le faire avec une classe de 6e année que je peux le faire avec mes élèves de 5 ans. C'est vraiment, vraiment bien fait. Ce qui est le fun, c'est que tu as le jeu de cartes, 2 jeux de cartes avec la formation. Tu as par exemple ici le mouvement Tabasco, puis en arrière, tu vois des images, des idées ludiques. Ici, une intention, c'est quoi les bienfaits, puis ça travaille sur quel réflexe. Fait que les gens sont autonomes. Tu sais, vite, vite, dans le feu de l'action, on peut piger des cartes, c'est facile. La même chose avec la petite enfance, on a fait un autre jeu de cartes. Puis avec la petite enfance, ben, on a fait « Notre encore plus pour le rendre magique, savoureux, irrésistible pour les enfants, pour qu'ils développent la curiosité de bouger. C'est ça l'objectif, hein? Nous, on sait ce qu'on fait en arrière. On veut avoir cet éveil-là. Puis avec Rocio Pépito, comment c'est présenté, on a la connexion avec l'enfant. Oui, l'enfant s'identifie à la petite marionnette. Oui. Tu l'utilises, la marionnette? Oui. Ça marche bien? Super bien. Je termine, hein? Bon, ça, je vous l'ai dit tantôt, ça, c'est l'équipe. Ta belle équipe. On a créé Rocio Pépito. On l'a validé par toute cette équipe multidisciplinaire-là. Donc, c'est un programme qui est super riche. Autant, on a eu les compétences des ergothérapeutes, neuropsychologues, des éducatrices, des enseignantes. Fait que le volet d'intervention est aussi très fort, autant que le volet comme neurosensoriel au niveau des activités. C'est simple, facile à faire, puis c'est super concret. Puis là, pour montrer le concret, on est rendu là, à vivre cet exercice-là ensemble pour que vous puissiez voir tout de suite qu'est-ce que ça peut faire dans le corps, dans votre corps maintenant, qu'est-ce que ça peut faire comme bienfait. Puis, après ça, d'être capable de comparer votre état avant puis après. On fait ça? Let's go. Fait que... Oups, là, je vais t'enlever un petit peu. Fait que, un coup de cœur qui va calmer les réactions émotionnelles, autant efficace pour le mode 8 que le mode éponge. Mode 8, aider l'enfant
être en sécurité, à s'ouvrir dans le monde, à participer. Puis mode éponge, c'est calmer, sécuriser, apaiser l'enfant qui est un peu trop réactif. C'est un mouvement qui s'appelle débarbouille, qui est dans notre formation Reccio Pépito, les fondamentaux, qui est un coup de cœur, qui désamorce les crises, qui va permettre de calmer l'agitation, stress, anxiété, interrompre l'escalade émotionnelle, donc autant prévention, on peut le faire, adoucir l'hypersensibilité, puis aider les enfants à sortir des conduites évitantes. Fait que là, j'aimerais ça que j'inviterai les gens à se fermer les yeux et à prendre, je vais arrêter le partage, et à prendre une situation de stress, une situation difficile avec un enfant, le leur, un enfant de leur entourage, peu importe. Une situation où ils ont vécu la frustration, ils ont intervenu sur le comportement, ça a dégénéré, peu importe, une situation. Et là, je vais vous demander de fermer les yeux et de plonger vraiment dans cette situation-là. Et là, en étant bien connecté à cette situation-là difficile, qui te frustre, que tu sens que tu es en train de perdre tes moyens, j'aimerais ça que tu évalues sur une échelle de 0 à 10 ton niveau de stress. 0 étant, j'ai pas du tout de stress, c'est très facile, ça va très bien. 10 étant, le stress est au summum, est à sa plus grande échelle. Juste de prendre un petit 3-4 secondes pour évaluer ça de 0 à 10. Parfait. Quand c'est fait, ouvrez les yeux, écrivez-nous dans le chat votre chiffre, 0 à 10. Il n'y a pas de jugement, là, on est entre nous. Là. Juste 0 à 10, dans cette situation-là, comment vous avez évalué votre niveau de stress? On a souvent 7, 4, 8, 8, 9, 4, 4, 4, 8, 9, 10 et 10, 10, 10. 4, 8, OK. Parfait. Je vous laisse le temps de l'écrire et on va faire ensemble un mouvement qui s'appelle débarbouille. On se frotte les mains. On met de l'énergie dans nos mains. On frotte, on frotte, on frotte, on frotte. Je vais les frotter plus loin, il faut que ça résonne dans le micro. Frotte, frotte, frotte les mains. On met les doigts ici, sur le front comme ça. Puis on va juste presser fort, 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 jusqu'au menton. Et on va laisser la bouche s'ouvrir. OK, on refait ça. Jusqu'au menton. Et là, on va le faire avec la respiration. Fait qu'on inspire. Sur l'expire, on presse, on ouvre la bouche, puis on peut laisser sortir un son ou juste le souffle. Ah! Une autre fois. On va aller ici en dessous des yeux. On presse ici en dessous des yeux. On s'en va jusqu'aux tempes et on relâche. Une autre fois. On peut le faire avec la respiration. On inspire. On expire. Ouf. Une troisième fois. Maintenant, vous allez voir, on commence à être un peu rouge, c'est normal, la circulation sanguine se fait. Entre le nez et la bouche, ici, 2 doigts, on inspire. On presse, on presse, on presse, on presse, jusqu'au temps, et on arrête. On presse ici, jusqu'au et on arrête. Dernière fois. OK, dernier mouvement, les doigts ici au menton. On presse fort, 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 fort. On s'en va au temple, là, différent. On fait le tour de l'oreille et on finit dans la bouche. On se débarbouille, on enlève tout le maquillage qu'il y avait partout dans notre visage. Une autre fois. Inspire. Et on y va. Et on débarbouille, débarbouille, débarbouille. Moi, ça. Une dernière fois. Et débarbouille. Et là, si on va le faire encore plus ludique puis qu'on travaille avec des enfants, on peut faire le gros monstre, on se met comme ça ici. On fait ça comme ça ici. Sur l'expire, on ouvre la bouche, puis on fait... On sort le son du gros monstre. Fait qu'on va y aller, on va le faire 2 fois. Inspire. Une fois.
secouer. Qu'est-ce que le gros monstre n'a plus besoin? Tout ce qui traîne, les énergies négatives. Bye, bye, bye. C'est des barbouilles. On a fait le mouvement, on a fait 3 fois chaque séquence. Ce n'est pas nécessaire. On peut faire juste une fois ici, juste une fois, une fois, une fois, une fois. Puis on peut terminer avec le gros monstre et c'est tout. Fait que c'est très, très court. Je vais vous demander maintenant, dans cet état-là, de fermer les yeux, de reprendre la même situation qu'on a prise tout à l'heure. Fermez les yeux. Reprendre la même situation qui vous dérange, qui était difficile. Alors, bien connecté avec la situation. Sur une échelle de 1 à 10, je vous invite à observer votre état de stress. 0, j'en ai pas du tout, ça va très bien. Je suis détendue. Je me demande même pourquoi je m'énervais tantôt. 10, mon niveau de stress est dans le summum. Je suis très agitée, je suis à la plus grande échelle. Peut-être que votre façon de regarder la situation est différente. Peut-être que vous sentez que vous avez des stratégies, des ressources qui sont venues vous visiter. Quand vous êtes prêt, juste ouvrir les yeux puis écrire dans le chat votre numéro. Alors, on a des chiffres qui ont baissé. Oui, hein, ça a baissé. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Je vois un cadre dans mon subconscient. Oui, c'est fascinant. On est rendu à 0, à 2. Voyez-vous. C'est de ça qu'on parle. C'est simple. C'est simple. Cet exercice-là, il est génial parce qu'il travaille sur le trijumeau. On a qui se contracte quand l'enfant vit de l'agitation, quand il est stressé, quand il est insécure, il se contracte. Puis chez l'enfant qui est un peu amorphe, on a besoin de le réveiller. Dans cet exercice-là, on fait les deux. On calme l'agitation, les crises, fait que ça peut se faire avant. Un enfant qui a de la difficulté à dormir avant de faire dodo, que ce soit la sieste ou le dodo à la maison. Intéressant. On se débarbouille. Puis dans la formation, on l'est décloisonné dans toutes sortes d'idées ludiques. Puis moi, j'enseignais l'art dramatique, fait que je le mets dans des personnages. Puis là, tu sais, c'est quasiment un théâtre en soi, hein? Mais c'est ça. Pour que ça soit facile à l'enfant de connecter. Puis aussi, pour que l'enfant connecte avec son imaginaire, puis avec le côté ludique. Même à 12 ans, on le fait avec des idées ludiques. Tout à fait. Puis, Oui, souvent, à la fin d'une journée, là, dans les classes qui sont quand même bruyantes, on voit des enfants qui ont mal à la tête à la fin de la journée. Là. Cet exercice-là est tellement apaisant pour eux. Tout à fait. Fait que, tu sais, ça, c'est un des 18 mouvements qu'on a dans Requio Pepito. Puis, tu sais, ça me fait vraiment plaisir de le donner ce soir parce que c'est vraiment comme un mouvement qui est coup de cœur. Si les gens ont envie d'aller plus loin, je vais juste vous le montrer. Ça, on l'a vu tantôt. Bien, c'est ça. Il y a notre programme de Requio Pepito. Puis quand on donne des conférences comme ça, on offre un rabais de 120 $ aux personnes qui sont présentes. Fait qu'ils utilisent le code promotionnel en bas. C'est écrit Go Requio en lettres majuscules. Tu peux le mettre dans le chat, Grégoire. Fait que oui, c'est un programme qui allie les avancées de neurosciences, la puissance du mouvement, conçu pour apaiser l'agitation, l'opposition, travailler sur la source, travailler sous le comportement et non pas sur. Puis on a énormément de résultats, beaucoup de résultats. Même il y a des parents qui m'écrivent et je ne reconnais plus mon enfant. Il y avait une petite fille, 2 ans, là, hyper sensible. La tondeuse passait, la souffleuse passait, elle criait à se désorganiser. L'éducatrice est en train de perdre son groupe. On a fait formation à Requio Pepito. Elle dit, c'est né quel mouvement que je choisis. Bien, tu fais décider l'enfant. Bien là, OK, si tu n'es pas à l'aise avec ça, prends ton jeu de cartes, choisis 5 mouvements que tu es à l'aise, fais choisir l'enfant. L'enfant, il a choisi les mouvements. Puis 1 mois et demi plus tard, quand la tondeuse passe, quand la souffleuse passe, cet enfant-là ne crie plus, ne pleure plus. Il est capable, il fige, il regarde dehors. Ah, OK. Fait que là, dans son cerveau, ah, OK, c'est la tondeuse. Il peut se retourner et regarder l'éducatrice. On a un enfant qu'on a suivi sur 5 ans, qui était censé avoir un plan d'intervention avec une
il y avait un plan d'intervention avec une orthophoniste parce qu'il y a des difficultés langagières et une éducatrice spécialisée. Puis, l'enseignante avait rencontré le parent parce qu'il suspectait un TDAH. Fait que la maman est venue faire notre formation, elle l'a mis en place. Sur 5 ans, il est rendu au secondaire. Fait que son plan d'intervention a changé. Il est devenu, dans son plan d'intervention, il y avait la consigne de faire le reset de Rokyo Pépito, puis 2 mouvements. Ça a eu tellement d'impact chez lui qu'il l'a enseigné aux enfants de sa classe, parce qu'il dit que c'est un cadeau pour la vie. Lui, dans notre formation, il est tellement extraordinaire, Lancelot, j'en ai la chair de poule. Là, il est rendu au secondaire, sa mère était super insécure, elle dit, j'espère que ça va bien aller, qu'est-ce que je peux faire? Il fait lui choisir les mouvements. Il est au secondaire, puis il s'adapte super bien. On est parti d'un enfant où est-ce où est-ce qu'on pensait comme hypothèse à un TDAH, ou est-ce qu'un enfant qui fonctionne très bien. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de défis. C'est humain d'avoir des défis. On en a tous, des défis. T'sais. Merci, Cindy. C'est tellement pertinent. Puis c'est généreux de ta part de nous offrir cet outil-là, cet exercice-là. Puis... Ça me fait tellement plaisir, Mélanie, parce que moi, ma grande intention, c'est que tous les parents, tous les intervenants comprennent que l'enfant, quand il réagit comme ça, il ne fait pas exprès. Juste ça, là, si ce message-là a passé ce soir, je souhaite de tout mon cœur que le maximum de parents d'intervenants aient pris le lien, si tu peux leur mettre, Grégoire, pour la sécurité intérieure, pour au moins aussi partir avec cet outil-là. Mm-hmm. Les gens qui ont eu un coup de cœur, puis que ça a résonné, puis que t'aimes ma façon d'enseigner, t'aimes le côté des neurosciences que j'apporte d'une façon très vulgarisée, tu vas aller plus loin dans les réflexes, bien oui, Rokyo Pépito, c'est... Dans Rokyo Pépito, en dessous de chacune des capsules, il y a une section commentaires. Est-ce que tu peux m'écrire, poser toutes tes questions, tant sur le contenu que sur l'intervention? Ça s'est passé de telle manière avec un enfant, tu veux du soutien, du suivi, je vais répondre. Je réponds, je suis là pour t'aider. Puis en dessous de chacun des capsules, bien, on voit des enfants aussi dans la vie réelle faire les mouvements. Mm-hmm. Si ça parle... Puis j'invite aussi les gens à s'inscrire à l'infolettre de Neurogentonic sur ton site Internet, ainsi que l'infolettre de Pas à Pas sur la page Pas à Pas. Et chaque semaine, il y a des outils qui sont, qui sont donnés en cadeau gratuitement, envoyés par l'infolettre. Je reçois les tiens que j'adore. Caroline Coiré, la propriétaire de Pas à Pas aussi, offre des outils gratuitement qu'elle envoie dans son infolettre. Plusieurs outils, les prochains ateliers, les services qu'on offre. Bref, inscris-toi à l'infolette de Pas à Pas et aussi abonne-toi à nos pages Facebook respectives. C'est là que tu vas pouvoir avoir accès à la rediffusion du webinaire de ce soir. Aussi, excuse-moi Mélanie, de s'abonner à l'infolette de Pas à Pas, de s'abonner à l'infolette de Neurogentonic. C'est aussi, il y a beaucoup d'outils qui sont offerts complètement gratuitement aux gens. Absolument. Gratuitement. Puis, tu sais, si vous connaissez des gens qui n'ont pas pu assister au webinaire, partagez le lien, puis invitez-leur à s'abonner aux 2 pages Facebook pour être nourris. Parce que en ce moment, on en a encore plus de besoins qu'auparavant, parce que les défis sont de plus en plus complexes suite à ce qu'on a vécu. Absolument. Et merci pour ta grande générosité, pour ton temps, pour ta présence, puis c'est tellement le fun à écouter. Écoute, la façon que tu partages l'information, puis que tu accroches les gens. Oh, merci. Je le pense. Si, moi, je peux rester un petit peu s'il y a des gens qui ont des questions. Oui, il y avait des questions. On va passer à la période des questions. Il y a une personne qui a demandé tantôt, attends un petit peu que je retrouve. Ah oui, s'il y a un enfant qui refuse de faire les mouvements, qui s'oppose aux mouvements, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? En fait, bien, ça, on le voit beaucoup dans la formation Rokyo Pépito. On a développé tout un volet d'intervention sur comment le faire avec des enfants qui ne veulent pas le faire. La première chose, c'est de respecter le refus. Un enfant qui ne veut pas, on respecte le refus parce que si on ne le respecte pas, on rentre en lutte. Dans un premier temps, puis après, bon, il y a toutes sortes
toutes sortes d'interventions qu'on peut faire aussi pour aller cerner, aller chercher le oui chez cet enfant-là. C'est ça, on l'explique beaucoup dans le module 1 de Rocchio Pépito. Puis, juste pour faire un petit retour, la formation Rocchio Pépito, c'est pour les 0-12 ans. Oui, tous les intervenants qui travaillent avec les 0-12 ans, les parents, du domaine de la santé, de l'éducation, de la relation d'aide, des professionnels d'activité physique, des profs d'éducation physique, des profs de yoga, les éducatrices spécialisées, les enseignantes, les ergothérapeutes, les ostéopathes. Il y a Chantal qui demandait, est-ce qu'un enfant peut parfois être dans le moro, puis parfois dans la paralysie par la peur? Tout à fait. En fait, je ne connais pas un être humain qui n'a pas intégré ces deux réflexes-là de manière optimale. Fait qu'on les a tous. Mais Donc, c'est bénéfique pour les... on a souvent un mode qui va venir plus que l'autre. On a une façon de réagir. Si on y pense, quand on est dans des situations de stress, c'est quoi notre mode de réaction? Est-ce qu'on est plus comme en retrait, c'est OK, c'est s'isoler, ou on est plus comme, là, ça parle. On a tout un réflexe qui est plus prédominant que l'autre. Mais oui, les deux, chez la plupart des gens, ne sont pas intégrés. Et si le réflexe de Moreau n'est pas intégré, le réflexe de paralysie par la peur, c'est sûr qu'il ne l'est pas parce qu'il vient avant. Il vient in utero. Il y a Nathalie qui a demandé, qu'est-ce qu'on peut faire avec un enfant qui est en crise, qui hurle sans cesse, sans se calmer, et ce, même si on tente de le rassurer? On va travailler en prévention, ça, c'est certain. En crise, on peut, tu sais, des fois, en crise, l'enfant, il a besoin de décharger la pression. Il y a trop de pression à accumuler, puis c'est comme, la crise, ça y fait du bien. Parce que c'est comme, il faut que ça sorte, c'est comme un presto. Là, il faut que ça sorte. C'est pas là qu'on va intervenir. On va intervenir, on va placer des mouvements dans sa routine avant les déclencheurs qu'on va être capable d'identifier. Où on va faire aussi la routine du reset qui va permettre de désamorcer, d'interrompre ces mécanismes de défense-là. Avant qu'on arrive dans l'état émotionnel, on va intervenir avant. Mais ça, on le voit tout vraiment comme toutes les séquences, là. On va intervenir sur les stress où est-ce qu'il n'y a pas d'émotionnel. C'est les premiers indicateurs de stress. On ne peut pas aller jusqu'à l'escalade. Puis comme tu disais tantôt, l'enfant qui est en mécanisme de défense ou de protection a plus accès à sa logique, à sa réflexion, à son lobe frontal, au cortex. Donc, même si on tente de le rassurer par des mots, à ce moment-là, lui, son cerveau est déconnecté, il n'écoute plus. Tout à fait. Donc, on doit juste apaiser l'enfant, puis on va y aller tout, comme tu disais, par le mouvement, un câlin, être présent. Ce qui est le plus aidant pour un enfant en crise, une des stratégies les plus aidantes, puis ce que je vais dire, ça va être peut-être difficile aussi à entendre, c'est que l'adulte soit apaisé. L'adulte qui est auprès de l'enfant, qui s'apaise de l'intérieur. C'est le plus, en crise, là, c'est une des meilleures stratégies qui fonctionne, c'est ça. Mais comment vous apaiser en crise? Parce que l'éventail de situations que vous avez de la difficulté à gérer est au prorata du contenant de sécurité intérieure que vous avez en lien avec ces deux réflexes-là que vous n'avez pas intégrés. Plus qu'on est sécure, plus que le contenant de sécurité intérieure est grand, plus que je peux gérer un éventail de situations. Plus que j'ai des chances, au fur et à mesure que j'avance, d'être de plus en plus sécure dans l'insécurité, de plus en plus sécure dans de l'intensité quand un enfant se désorganise et qui fait une crise. L'enfant qui fait une crise, ça serait le fun, dans le meilleur des mondes, que ça ne me désorganise pas de l'intérieur. Ça serait la première chose à faire. La première chose. Parce que l'enfant qui est en crise a besoin d'un contenant sécurisant pour sortir de sa crise. Peut-être une dernière question. En cas d'immaturité, est-ce qu'on peut aider, accélérer ou favoriser la maturation? Puis avant que tu embarques dans la réponse, j'aurais envie de dire que tantôt, tu nommais que la bienveillance était fondamentale. Souvent, on a le réflexe en tant que parent d'embarquer dans est-ce que j'ai assez fait ça? Est-ce que j'ai pas fait ça? Qu'est-ce que j'ai pas fait?
Mais d'offrir le milieu le plus bienveillant possible, c'est déjà énorme. C'est énorme, mais en même temps, de le dire, c'est une chose, mais de le faire, c'est autre chose, parce que ça va venir connecter avec notre propre état intérieur de sécurité. Puis s'il est fragile, s'il est sensible, s'il est chambranlant, on a bien beau dire, je suis dans la bienveillance, je suis dans la bienveillance, je suis dans la bienveillance, mais les neurones miroirs, ils connectent, ils parlent ensemble, puis les enfants d'aujourd'hui sont de plus en plus sensibles. Fait qu'ils scannent, ils sentent ce qu'on vit. Fait qu'on a bien beau l'air bienveillant, puis tout ça, mais dans le fond, en dedans, ça fait ça, là. Fait que d'où l'importance aussi. Puis c'est ça qui est le fun de l'exercice que j'ai donné des Barbois, qui peut aider aussi les parents, les intervenants, ceux qui veulent aller plus loin. Dans Rocchio Pépito, tous les exercices sont présentés d'abord pour les adultes. Et je vous accompagne pas à pas. C'est-à-dire, avant de faire ça avec un enfant, vous allez le faire pour vous-même. Parce que si je veux aller, par exemple, je veux voyager en Égypte, je vais me prendre un guide touristique qui est allé en Égypte. Et si je fais un mouvement avec un enfant, ça serait le fun que l'enfant ait un adulte qui a au moins expérimenté le mouvement. Si je suis allée une fois en Égypte, est-ce que tu vas me choisir ou tu vas choisir l'autre guide qui est allé 10 fois? Bien, c'est sûr que tu vas prendre l'autre qui est allé 10 fois. Juste comme ce qu'on met en place pour les enfants, on est rendu à développer cette conscience-là que c'est bon aussi pour nous. Pas juste c'est bon, c'est qu'a priori, on devrait l'avoir mis en place pour nous autres mêmes avant, pour être des contenants bienveillants, sécurisants et sécurisés. Et quel beau modèle aussi on offre à l'enfant. Ben Quand oui. nous-mêmes, on verbalise, là, ouf, je me sens pas très bien, je pense que je vais faire ma petite routine ou mon exercice, puis l'enfant nous voit aller. C'est sûr qu'après ça, lui, il va être porté à le faire quand il voit le parent le faire avec lui. Tout à fait. Puis après ça aussi, ça travaille beaucoup sur la connexion émotionnelle qu'on a avec son enfant ou avec l'enfant de son groupe. La Oui. reconnaissance de ses besoins, on renforce le Oui. lien. Ben oui. Puis tu sais, moi, si dans mon modèle de parent, je montre que je suis toujours comme correct, puis que je ne stresse pas, puis que tout va bien, puis que tout va bien, puis à un moment donné, j'éclate, mais je l'enseigne aussi à mon enfant. Fait que de dire à mon enfant, regarde, pour moi aussi, c'est difficile, c'est pas toujours facile. T'sais. Puis bon, là, ça dépend aussi des parents, mais comment est-ce que vous vous sentez avec ça? Ça, c'est vraiment personnel à vous. Moi, je vous dis comment ma perception, mais après, chacun est libre d'intervenir comme il veut, puis d'assurer sa pratique éducative, mais juste de garder en tête que quand on se nomme, quand on montre un certain degré de vulnérabilité avec les enfants, il y a une connexion émotionnelle qui se crée beaucoup plus profonde, beaucoup plus vraie. Parce que c'est deux humains qui sont en train de se parler, et ce non pas un parent et un enfant ou un intervenant et un enfant. C'est juste deux humains qui se parlent, qui essaient de se comprendre, puis de communiquer, puis de collaborer ensemble pour faire tel truc. Tu sais. C'est tellement beau ce que tu dis. Les gens ont vraiment apprécié la formation. Merci du fond Ça du me fait cœur. plaisir. Merci de m'avoir invitée, Mélanie. Et Tu ça reviens fait quand tu tellement veux. plaisir. Puis merci à tout le monde. À tout le monde qui est resté jusqu'à la fin. C'est fou. Je vois le nombre de participants qui sont encore là. Ça prouve que tu rejoins beaucoup de monde. C'est vraiment apprécié. Merci énormément. Puis, n'oubliez pas de vous abonner à nos pages Facebook et à l'infolette sur notre site Internet, pasapa.ca et neurogymtonic.com. Hein? Oui, comme. Exact. .com. Merci, Merci, Cindy. moi aussi, ça fait wow, ça fait wow. Merci, Mélanie. Merci de m'avoir accueillie. Ça fait Puis, plaisir. si tu as envie de me refaire revenir pour Et cette là là, mais cas, oui, ou une autre, c'est ça va sûr, être on refait ça. On refait ça, c'est avec grand sûr. plaisir. Merci, puis je te souhaite une super belle soirée. Attends, j'ai juste une question ici. Le ROCIO, c'est 7 heures. Le ROCIO, 7 heures, c'est uniquement pour les CPE Oui, et c'est un peu plus que ça. les bureaux coordonnateurs. C'est offert en licence de groupe pour le grand public. Si tu es une éducatrice, tu peux en parler à ton CPE. Pour le grand public, c'est une formation de 20 heures puisqu'on va beaucoup plus loin. On a Oui. le volet 0,5 puis 5,12 dedans. Ah, mais c'est tellement Donc, pertinent.
L'autre de 4 heures, comment aider l'enfant stressé et sécurisé tout en le restant zen, c'est notre version courte. C'est comme des petits outils qu'on a pris de Rokyo puis qu'on a mis dans une version de 4 heures. C'est pas Rokyo en 4 heures, non, mais c'est quelques outils essentiels dont il y a des barbouilles dedans qu'on a présentés dans le 4 heures. Puis, comme tu disais tantôt, oui, on rejoint beaucoup, beaucoup d'enfants, mais il va toujours en rester qui vont avoir besoin d'accompagnement plus individualisé. Donc, si vous êtes un parent puis que vous souhaitez que votre enfant ou votre adolescent ait besoin d'accompagnement comme ça, à la clinique de Saint-Eustache, la clinique psychosociale pas à pas de Saint-Eustache, on a de la place dès maintenant. Sur le site Internet, on a justement vous faites une demande de service, on y répond en 24 à 72 heures, puis le premier rendez-vous est donné en quelques jours seulement. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin d'accompagnement. Merci, Mélanie. Merci à toi. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Salut.